Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Il y a des images qui en disent long sur l'état d'un pays. Un conseil des ministres consacré à fixer le prix d'un mouton importé pour l'Aïd en est une. Dimanche, le président Abdelmajid Tebboune a décidé que les moutons importés ne devraient pas dépasser 50 000 dinars. L'État surveillera l'importation, la distribution et luttera contre la spéculation. Présentée comme une mesure sociale, la décision révèle surtout un paradoxe. Comment un pays aux immenses espaces pastoraux et à la longue tradition d'élevage en arrive-t-il à importer des moutons pour l'Aïd? Et pourquoi la réponse reste-t-elle toujours administrative, décidée au sommet plutôt qu'une réforme profonde d'un secteur agricole défaillant? Cette logique dépasse d'ailleurs la seule question économique. Les annonces du dernier Conseil des ministres sur les partis politiques, le système électoral ou encore la nationalité s'inscrivent dans une accumulation de textes qui, mis bout à bout, donnent le sentiment d'un champ politique de plus en plus encadré. Pendant ce temps, la diplomatie avance prudemment, tâtonne, dans un monde instable. Les relations avec la France oscillent entre rapprochement et crise. Et le discours sécuritaire demeure omniprésent, comme le rappellent les publications de la revue Al-Jaish et l'annonce de l'élimination de terroristes à Tbessa. Au fond, une même logique se dessine. Tout contrôler, tout encadrer, tout administrer, jusqu'au prix du mouton. Reste à savoir si l'on gouverne durablement un pays en gérant les symptômes, plutôt qu'en s'attaquant aux causes. Nous en débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, rétro-info de la semaine. On va revenir, bien sûr, comme vous l'avez suivi dans cette petite introduction, sur les questions qui ont marqué l'actualité algérienne, bien sûr. Et avec plaisir, on aura avec nous ce soir Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Merci de l'invitation. Mes salutations aux invités et aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Washington notre ami Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous aussi via Skype depuis Washington. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Wa alaykoum salam, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec Maître Rahmoun et Sahar Ramadan, comme tout le monde. Merci beaucoup, cher Hamid, d'avoir accepté l'invitation. Sahar Ramadak, Saha. On a aussi un grand plaisir d'avoir avec nous ce soir aussi Azdine Toumi, analyste politique. Il est avec nous depuis Alger. Je ne sais pas si Azdine Toumi est avec nous ou pas encore. Par téléphone, on me dit. Azdine Toumi, donc il sera avec nous. Il sera avec nous donc depuis Alger, Azdine Toumi, analyste politique. Avant de, bien sûr, on va revenir, vous l'avez donc suivi dans cette petite introduction, le Conseil des ministres, des nouvelles politiques d'orientation, mais aussi les décisions qui ont été prises. Le Conseil des ministres qui a consacré à fixer le prix du mouton à 50 000 dinars, bien sûr, et l'importation de presque 1 million donc, de moutons pour l'Aïd. Les lois sur les partis politiques, mais aussi, donc, on va revenir sur la situation socio-économique que traverse notre pays, la situation politique aussi. On va revenir aussi sur la guerre contre l'Iran et la position de l'Algérie. Dans un contexte de fortes escalades au Moyen-Orient, quelle est la portée de la position diplomatique adoptée par l'Algérie face à la guerre contre l'Iran?
les relations algéro-françaises, où on sent aujourd'hui les relations donc, entre l'Algérie et la France, souvent marquées par des phases de tension et de rapprochement. Peut-on parler d'une relation structurellement conflictuelle ou d'un partenariat condamné à osciller entre coopération et crise politique? La revue Al-Jaish et le discours stratégique de l'institution militaire que révèle donc le contenu récent de la revue militaire sur la vision stratégique de l'État et de l'armée. Et on va finir bien sûr avec 7 terroristes abattus à Tbessa, menace réelle ou récit sécuritaire. Toutes ces questions donc seront abordées avec nos invités. Et avant de donner la parole donc à nos invités, juste, on va vous faire passer ce petit clip, cette petite vidéo du Conseil des ministres, soundbite tous nos amis de la régie, et je reviens à vous juste après. Du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, le président de la République a insisté sur la nécessité de faire preuve d'une grande fermeté contre les spéculateurs concernant certains fruits et les viandes importées. Il a, dans cette perspective, ordonné de les inscrire sur des listes noires et de leur interdire définitivement toute activité d'importation ou commerciale. Le président de la République a par ailleurs ordonné la révision concernant l'opération d'importation d'1 million de têtes de moutons à l'occasion de Eid al-Adha 2026. Le président de la République a décidé que le prix de vente du mouton importé pour les citoyens ne dépasse pas les 50 000 dinars, appelant à barrer la route à toutes les formes de fraude, de contrebande et de spéculation. L'occasion également du projet du plan national jeunesse 2026-2029. Le président de la République a insisté sur le droit des jeunes à revendiquer leurs droits, notamment en matière d'emploi, mais dans un esprit patriotique, loin de toute exploitation par les forces obscurantistes. Il est par ailleurs question de procéder à une vérification concernant le non-accès de certains jeunes à l'allocation chômage et d'œuvrer à la réduction des chiffres du chômage. Voilà, donc un conseil des ministres qui a été consacré donc à fixer le prix du mouton, vous allez me dire, mais aussi donc l'importation de presque 1 million de têtes de moutons pour l'Aïd. Al-Majid Tebboune a fixé donc dans un conseil des ministres un plafond que le prix ne pourra pas dépasser. Selon le communiqué de la présidence, le chef a instruit le gouvernement de suivre de près le processus d'importation et de commercialisation des moutons destinés au sacrifice de l'Aïd, d'empêcher toute forme de fraude, de contrebande et de spéculation. Maître Aïssa Rahmou, je vais commencer avec vous cette question. Avant de vous donner la parole, vous avez fait un post, bien sûr, sur cette question. On va le passer maintenant avec nos amis de la régie. Voilà, on est en train de voir le post que vous avez posté sur Facebook. Le mouton de la République. Vous l'avez donc titré, le Makasib ou el Makas Ta' al-Mouradiya. Chaque année, à l'approche de l'Aïd, l'Algérien entre dans un sport national, la chasse aux moutons. Vous avez écrit, ce n'est pas une simple transaction agricole, c'est un mélange de souk, de psychologie collective et de théâtre populaire. Maître Aïssa Rahmoun, j'aimerais avoir bien sûr votre réaction. Je suis sûr que vous avez pris le plaisir d'écrire ce post, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un conseil des ministres donc qui parle de fixer donc le prix du mouton, qui parle de l'importation du mouton? Comment on est arrivé à cette situation? Effectivement, dans le poste qui est un poste plutôt une chronique satirique, parce que là, des fois, on pleure nos malheurs, mais on en rit de nos malheurs aussi. On pleure nos malheurs pour un pays comme l'a très bien expliqué Sénas, un pays qui était jadis, même au temps de la France coloniale, exportateur. Le panier de l'Europe, on le qualifie. Oui, tout à fait, était le panier de l'Europe en termes de richesse, de moissons agricoles, mais en termes de cheptel aussi. Pas seulement l'Europe, mais en direction de l'Afrique aussi. Et là, justement, on se retrouve que des années, plusieurs décennies après l'indépendance,
on se retrouve devant cette case qui s'appelle le mouton de la République. Le Mekasib ou le Mekes, par contre. Le Mekes, c'est un Moradia. Le Mekes, c'est le détenteur du marché. On connaît ça au pays. Quand il y a une location d'un marché, donc le Mekes, il passe avec sa petite tirelire, ses petits bancs, il déluxe les commerçants. Et cela nous renseigne justement de cette stratégie du degré de l'intervention de l'État. Effectivement, dans des situations pareilles, où il y a plusieurs spéculations, ça relève des droits socio-économiques, mais aussi de la régulation du marché. Quand il y a des spéculations, ça se passe un peu partout dans le monde, dans les pays qui ont des tendances socialistes, des tendances à réguler le marché, à intervenir pour l'intérêt des citoyens, que ce soit, on retrouve ces phénomènes dans les pays nordiques, en France, en Espagne particulièrement, mais aussi en Algérie, qui après l'indépendance avait adopté un schéma socialiste en termes de gestion de l'économie nationale et en termes d'intervention, d'interventionnisme comme concept de l'État dans la régulation du marché. Mais après, est-ce que l'État a mis les outils, les mécanismes nécessaires pour combattre la spéculation ou bien la réglementer? Parce que la spéculation, ça existe partout dans le monde. Actuellement, avec ce qui se passe en Iran, le carburant a augmenté en Europe. Là, je parle de la France, là où je vis, où les responsables des autorités n'arrêtent pas d'intervenir et puis trouver les mécanismes pour lutter contre la spéculation. Mais la lutte contre la spéculation, ce n'est pas seulement en mettant un cadre répressif à travers des lois. On a eu plusieurs commerçants, notamment à Skikda, à Tizi Ouzou, à Oran, à Chlef, à Mstranem et à Naba, si je ne me trompe pas, qui étaient condamnés à des peines très sévères, allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Et ce n'est pas avec un arsenal juridique très répressif qu'on va réglementer la situation. Et au bout du compte, voilà, l'État doit réguler effectivement le marché, mais que ça soit un sujet qui va être au Conseil des ministres. Je termine par justement la chute de la chronique en disant, parce qu'au bout du compte, entre le Mekes, le citoyen, le mouton et le vendeur, la vraie négociation commence toujours après le discours officiel. Donc il y a eu un discours officiel, c'est celui du Conseil des ministres. Maintenant, commence la procédure judiciaire et mater davantage la population, le commerçant qui est une partie de la population. Quels sont les moyens qui ont été attribués à cet éleveur et au plateau, à cet éleveur qui est dans les montagnes de Kabylie, qui a comme seule ressource la vente de ces moutons à l'occasion des fêtes de Eid al-Adha en particulier et Ashura en plus, enfin, les différentes fêtes, et puis arrivent les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires où il y a des fêtes de mariage, etc. C'est là où des Algériens sollicitent ces éleveurs. Quels sont les moyens mis à leur disposition en termes d'accès aux engrais, en termes d'accès à la nourriture du cheptel, en termes d'accès à l'eau, beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'État a offert à l'éleveur, aux citoyens commerçants, aux citoyens agriculteurs pour qu'il échappe, qu'il devienne dans sa fonction très loyale et qu'il respecte la réglementation? Aucun moyen n'a été fourni. Aucune condition de travail n'a été fournie. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on ne combat pas la spéculation, on ne lutte pas contre la spéculation, la corruption, avec des textes répressifs. Et vous l'avez dit, Aïssa Rahmoun, au fond, là je vous cite bien sûr, au fond, l'économie du mouton en Algérie n'obéit ni au tableau Excel, ni aux conférences regard, de palabres et de thé à la menthe. Tout à fait, effectivement, ça
on ne peut pas combattre. Vous savez, c'est Nasser, pour parler de la recherche scientifique. On ne peut pas parler de la recherche scientifique en dehors, en niant, en excluant les académiciens, les enseignants universitaires. On ne peut pas parler de la justice avec l'exclusion des avocats. On ne peut pas parler de l'agriculture avec l'exclusion des éleveurs. Et tous ces discours pompeux, populistes, je dirais populistes, qui s'adressent à la population, et ben, on va créer une autre crise sociale, une crise de confiance dans la société, entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur qui va dire au vendeur, voilà, le président, le prix du mouton, il va se vendre à 50 000 dinars, ben, le vendeur, il dit 50 000 dinars, qui ne paye la différence. La différence, elle est de 30 000, 40 000 dinars. Et tout un chacun a le haq. Pourquoi? Parce que je reviens à cette logique où le rôle régulateur de l'État, dans ses droits socio-économiques, dans cette compétition qui doit être loyale, mais pas déloyale, et la réponse, elle est très claire, c'est l'arsenal juridique, judiciaire, répressif, mais pas des solutions pérennes, pas des solutions économiques, agricoles qui arrangent et le vendeur et l'acheteur à la fois. Très bien. Je pense que j'ai sauté une ligne en vous citant au fond l'économie du mouton en Algérie n'obéit ni au tableau Excel ni aux conférences de presse. Elle obéit à une loi beaucoup plus ancienne, la loi du sourd, une loi faite de regards, de palabres et de thé à la menthe. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que révèle donc un Conseil des ministres qui consacré à l'importation donc de moutons pour l'Aïd et fixer aussi le prix à 50 000 dinars. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Bien sûr, la question se pose. Mais aussi, qu'est-ce que ce Conseil de ministres nous révèle, Hamid Lellou? Écoutez, la viande, il y a deux situations. Ou bien c'est une denrée alimentaire le droit humain basique, ou bien c'est une source de dignité et de prospérité. Dans des pays développés, les gens mangent une moyenne de 130 à 150 kilos de viande par an. Moi, j'aimerais bien, comme disent, la quantité de viande consommée en Algérie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est très, très important. À partir de là, on va voir. Mais on le sait déjà du fait de la crise continue et répétée de la viande que, bien sûr, l'Algérien consomme. La consommation annuelle par capita, elle est certainement au-dessous de la moyenne internationale. La viande... oui, il a raison. Mais en même temps, c'est un élément essentiel qui va nous permettre de quantifier la santé économique du pays et par conséquent la santé publique. Et plus grave que ça, la sécurité nationale. Parce que quand vous avez un problème récurrent de la viande en Algérie, ça devient crisis management. Tous les ans, on répète la même chose. On va gérer une crise. On ne la résout pas. Ils ne savent pas le faire. Et par conséquent, ça devient un problème de sécurité nationale. Parce que nous avons des frontières avec des pays qui ont un cheptel et qui aussi ont un œil sur notre cheptel. Et du coup, le trafic transnational des moutons, on le connaît en Algérie, est dû au fait que cette crise est mal gérée. Elle est pas gérée, elle est gérée par tâtonnement, au point où on a un pseudo-président qui en parle et ils en consacrent un conseil des ministres.
Alors que s'ils avaient travaillé, comme Maître Rahmoun disait, sur la stabilité politique et publique, et à ce moment-là, ils travailleraient sur la chaîne de distribution. Et la chaîne de distribution de la viande, ce n'est pas seulement le cheptel, le fellah, c'est l'infrastructure. C'est un problème, devient un problème structurel. Ce sont les routes, c'est l'électricité, parce que le cheptel, il faut la climatisation, il faut pomper l'eau, il faut transporter les engrais, les aliments, etc. Est-ce qu'ils font ça? Ils font ça au tâtonnement. C'est aussi la santé publique. Est-ce que nous avons... Il n'y a qu'à voir, je n'ai pas besoin qu'on me dise. On va à la télévision algérienne, est-ce que nous avons des spots publicitaires sur la santé publique, sur comment consommer la viande, sur comment... qu'est-ce qu'il faut avoir comme hygiène alimentaire pour compenser, par exemple, le manque de viande pour qu'on arrive à un standard de la santé publique. Tout ça est inexistant, on n'a pas ça. Et par conséquent, on entend ces discours populistes parce que l'Algérie, elle est dans la catégorie du facteur de prospérité et de dignité. Quand l'Algérien se targue de manger la viande tous les jours, ça en dit long. Alors que normalement, ça devrait être une denrée alimentaire basique qui fait partie des droits humains basiques. C'est comme le logement, c'est comme le travail, c'est comme la santé, c'est comme l'éducation. Mais on n'est pas dans ce cas-là. Et du coup, on utilise le discours populiste parce que c'est émotionnel, d'autant plus que l'Algérie, elle est musulmane. Nous avons la fête de l'Aïd et on sait à quel point les Algériens sont émotionnels quand il s'agit de la viande. La famille, elle va faire des sacrifices extraordinaires pour offrir ce sacrifice à leurs enfants, parce que c'est un symbole. Parce que si vous ne le faites pas et qu'il y a d'autres familles qui le font, vous sentez que vous avez failli à votre devoir de père de famille. Vous ne pouvez pas offrir ce bonheur, ne serait-ce que éphémère, pour vos enfants, voir ce sacrifice alors que leurs voisins, ils sacrifient le mouton tous les ans. Ça, c'est, moralement parlant, c'est très, très important pour la stabilité et la cohésion nationale. Ça va plus loin que ça. Je comprends ce qu'il dit. Moi, à la limite, ça me fait pas rire du tout. Ça me fait pas rire du tout parce que j'ai vraiment mal pour ce pays quand un guignol qui se prend pour un président nous parle de la viande, de la manière dont il parle. Fixer les prix, c'est encore dans le cadre économique. C'est l'offre et la demande. Vous ne pouvez pas fixer les prix, c'est impossible. Vous ne pouvez pas contrôler les prix. Et là, je mettrai ma main sur le feu que ce sera plus que 50 000 dinars. C'est impossible. Ils nous ont dit ça plusieurs fois et ils ne peuvent pas parce que c'est ça la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Vous avez une offre qui est beaucoup plus basse que la demande, donc les prix vont monter. Ça, c'est une relation naturelle, c'est une équation naturelle, ça existe dans tous les domaines de la consommation. Et enfin, c'est un symbole de force nationale. Et c'est pour ça qu'ils consacrent toute leur propagande pour essayer de contrôler le narratif et de dire « Ah, il n'y a pas de problème, regardez, nous on fait tout, on va régler ce problème parce que nous sommes musulmans et la religion, elle est importante. » Et là, ils font du pied aux religieux parce qu'il y a aussi une pression religieuse et qu'on va tout faire pour garantir le sacrifice du mouton. Voilà, ce régime, il est là pour servir un petit quelque chose qui va durer quelques minutes, peut-être une demi-heure, et après, on revient au même problème. Le problème, il est structurel, et donc, ça demande une approche
bien étudier une approche scientifique pour des solutions à long terme. Très bien. Reste avec nous, Hamid Lello. On va revenir aussi sur un autre point qui est très important aussi par rapport à ce Conseil des ministres, qui est donc cette loi qui touche les partis politiques, la loi relative aux partis politiques et au système électoral. Et on va vous montrer ce petit clip et je reviendrai à mes invités juste après. Le texte du projet de loi organique comprend 97 articles répartis en 7 chapitres, reposant principalement sur la consolidation du pluralisme politique et l'encadrement du fonctionnement interne des partis, leur garantissant une large liberté d'exercice de l'activité politique, l'accès aux moyens d'action et ouvre la possibilité de recours contre les décisions. Le projet impose aux partis le respect des dispositions de la Constitution, des valeurs et fondements de la société algérienne, de son identité et des constantes de l'État algérien, ainsi que de toutes les questions liées à la souveraineté, à la défense et à la sécurité nationale, tout en consacrant l'engagement en faveur d'une pratique politique intègre dans l'organisation et le fonctionnement des partis. L'interdiction du financement étranger et de toute dépendance à une entité étrangère, ainsi que la limitation du mandat du chef du parti à 5 ans renouvelables une seule fois. Il insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer la participation des femmes et des jeunes en imposant la définition de quotas de représentation au sein des structures partisanes. Voilà, mais aussi des partis politiques donc, qui ont critiqué cette loi, qui bien sûr voient dans leur regard, bien sûr, comme quoi étant donc une fermeture du champ politique en Algérie. On va vous montrer aussi ce petit clip et je reviens à vous juste après. في التأسيس بما يشمل عائقا أمام المشاركة السياسية. بأن الحزب يمارس صلاحيته بمجرد التصريح ولا ينتظر الترخيص من الوزارة السيد وزير. فهي صيغة ترهن الأحزاب السياسية وكأنها جهاز إداري تابع لوزارة الداخلية. تقييد العلاقة بين الحزب والمجتمع المدني في حين أن هذه العلاقة بطبيعتها تكاملية. تفريع مسار التأسيس إلى 3 مراحل معقدة ومعقدة جدا، نرى بأن تحول إلى مرحلتين فقط، هي مرحلة المؤتمر التأسيسي والاعتماد. فيما يخص تمويل الأحزاب أقترح حذف المصطلحين التمويل المحتمل. لا سيدي الوزير، نحن لا نتحدث عن التمويل المحتمل. سادسا المبالغة في اشتراط حضور المحضر القضائي في مختلف الاجتماعات الداخلية. A few moments later. عرض مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية بكامله للتصويت. المصوتون بنعم. المصوتون بلا. اعتبر أن المجلس قد صوت على مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية بكامله. Voilà, vous avez vu donc ces partis politiques qu'on appelle partis d'opposition, soi-disant, donc critiquer cette loi, mais en fin de compte, ils ont tous voté donc pour l'adoption de la loi relative aux partis politiques et au système électoral. Maître Issa Rahmoun, dans votre passage, dans votre rubrique donc, que vous avez postée sur Facebook, et là je vous cite, ce mouton est presque un athlète olympique dans une compétition à l'iranienne. Ça a permis au moins à la maman d'une championne olympique de bénéficier de la nationalité algérienne et à Nassera Dutour, militante des droits humains SOS disparue, de se voir refoulée de son pays. Comme quoi la couleur des moutons n'est pas négligeable. Vous avez écrit. Comment peut-on faire le parallèle par rapport donc à ces lois liberticides, à ces lois relatives aux partis politiques, mais aussi, on a parlé aussi de la loi sur la nationalité, la déchéance de nationalité,
un encadrement renforcé des partis pour beaucoup d'observateurs, donc concernant cette loi, un contrôle accru des médias et des restrictions judiciaires et administratives. On est en train d'évoluer vers une situation inédite en termes de liberté, en termes de loi liberticide, en termes aussi de fermeture du champ politique, de fermeture du champ médiatique en Algérie. Écoutez, effectivement, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à la fois. Et moi, je pense qu'on est dans la folie. Le régime, il est dans la folie. Vraiment dans la folie. Hein. C'est orwellien ce qui se passe. On dirait que c'est, à la limite, c'est la ferme des animaux. Voilà. D'une part, vous voyez très bien quand, pour une championne olympique qui représente très bien l'Algérie, et tant mieux, et sa représentation, elle est la bienvenue. Elle porte l'étendard algérien dans les différentes compétitions. Ça nous permet d'exister dans le champ politique et sportif à la fois, d'une maman qui n'est pas algérienne, et à l'occasion d'une médaille d'or olympique et d'un championnat du monde, on attribue la nationalité à sa maman, qui n'a jamais... je ne m'oppose pas à ça, hein, mais qui ne partage rien avec l'Algérie, à part probablement une alliance biologique, une alliance sanguine. Hein. Et en contrepartie, Nassera Tutour, qui est une maman victime de disparition forcée, pour laquelle on a ôté son fils. Et elle représente des centaines de familles victimes de disparition forcée, pour ne pas dire des milliers de familles. On lui interdit de séjourner chez elle avec son passeport algérien. Quand on voit la réponse apportée par la mission de l'Algérie à Genève sur la décision de refoulement, c'est incroyable comme argumentaire. Et en face, donc on a une décision adoptée lors du récent Conseil des ministres concernant le projet de loi sur les partis politiques et le système électoral, qu'on peut interpréter en deux axes. Selon le régime. Et puis là, je m'arrête là. J'ai vu des députés déclarer que avant d'adopter cette loi, avant la proposition de loi, avant cette loi, 22 partis politiques étaient consultés. 22, c'est pas rien. C'est toute la classe politique, excepté quelques-uns qui n'ont pas pu assister, et qu'ils ont applaudi. Et ils ont apporté leur contribution. La responsabilité des partis politiques, elle est engagée. Parce que les partis politiques, ils doivent savoir une chose, que leur mandat n'est pas un mandat avec le régime, c'est un mandat avec le peuple. La création d'un parti politique, c'est pour représenter une société, des populations, les intérêts, les droits et devoirs de la population. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas représenter les intérêts d'un système. Donc, il y a deux principales lectures à donner à cette loi. D'une part, il y a la lecture principale qui est une lecture normative, réforme démocratique comme avancée par le régime. Et d'une autre part, une lecture plus objective, et je pense que c'est une lecture stratégique, la gestion du champ politique. Sur la lecture réformiste, enfin, qui veut dire renforcer la crédibilité d'un fonctionnement, d'un système politique qui se veut participationniste, démocratique, etc. On retrouve dans cette première interprétation des réformes
qui vont vers une tentative de modernisation, de mobilisation de la vie politique. À travers ce projet examiné, il va sur des aspects comme le renforcement des sanctions contre les fraudes électorales, comme l'exclusion des candidats condamnés pour corruption, comme des mesures favorisant la participation des femmes et des hommes. C'est très bien. C'est très bien. Par rapport à ce qui est déclaré. Ces orientations peuvent être interprétées comme visant à améliorer l'intégrité du processus électoral, c'est-à-dire renforcer la confiance entre les partis politiques, les institutions et à travers les partis politiques avec la société, renforcer l'inclusion politique, notamment l'ouverture de cet espace politique à la participation des jeunes et des femmes, et adapter les règles électorales aux évolutions démocratiques et électorales et territoriales. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu un découpage électoral très nouveau, très récent, où il faut justement adapter les règles électorales au nouveau découpage électoral. Par contre, en face, l'opposé de ce régime ou l'opposition faite à ce genre de fonctionnement, c'est réellement restructurer et stabiliser la classe politique en fonction des envies, des aspirations du système lui-même. C'est-à-dire, ça va se faire dans le système, au gré des orientations, des objectifs tracés par le système, nonobstant la participation ou la volonté populaire à travers les urnes. Souvent dans des pays ou des États autoritaires, pour ne pas dire dictatoriaux, les gouvernements utilisent ces réformes électorales pour réorganiser la compétition partisane. Quand on impose à un parti politique une limitation de mandat, quoique l'alternative même dans les partis politiques, elle est très souhaitable. On en a vu une alternative qui se faisait au RCD, on n'a pas vu ça par exemple au PT, c'était très tardif pour le FFS, des successions dans le FLN, sur le FLN, le RND, les partis très proches du pouvoir. 2, la réduction des fragmentations des systèmes politiques, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a une fragmentation des systèmes politiques parce qu'il y a une mutation, ce qu'on appelle dans le jargon politique en Algérie, l'exode des mandats, qu'il y a des élus qui arrivent à avoir un mandat de maire, de député ou d'élu à la PWI FLN qui se retrouvent en fin de compte au FFS pour des besoins d'arrangement arithmétique, etc. Encadrer vraiment, le troisième point, l'accès au champ électoral. Et en quatrième position, c'est consolider les équilibres institutionnels déjà existants. Donc, dans cette loi proposée, est-ce qu'il s'agit d'ouvrir le champ politique ou de contrôler le champ politique? Moi, j'opte beaucoup plus pour la deuxième version qui est le contrôle. Tout azimut. Le contrôle administratif, le contrôle politique, le contrôle souverainiste dans les partis politiques, tout contrôle de la classe politique. Et ça, on voit, je pense qu'on va arriver dans le troisième chapitre. Je lance un peu un pavé dans le troisième chapitre de l'éditorial de la présente édition. Voilà. C'est quand les systèmes, c'est quand il y a des guerres et que le droit international est bafoué et violé, les régimes autoritaires utilisent justement ces déviations sémantiques, politiques, juridiques à la fois pour se renforcer en interne. Sous prétexte de préserver
l'intégrité territoriale, l'intérêt national, la souveraineté nationale, etc. Et donc, ce texte, justement, il intervient dans ce contexte international et dans ce contexte national où il faut tout mater, tout contrôler, parce qu'ils n'ont pas envie de voir en face d'eux un deuxième Hirak ou un deuxième soulèvement du peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoul. Hamid Lello, qu'est-ce que vous en pensez? Les projets de loi annoncés donc, sur les partis politiques et le système électoral sont officiellement présentés comme des réformes destinées à assainir et structurer la vie politique. Mais bien sûr, beaucoup de questions ont été soulevées par rapport donc, et des interrogations par rapport à ces lois. Est-ce qu'on est dans une situation de fermeture définitive du champ politique? Est-ce qu'on peut parler de politique tout simplement en Algérie? Il n'y a jamais eu d'ouverture politique. Il y a peut-être eu un semblant d'ouverture politique, même en 1988, c'était bien contrôlé par le régime de police politique. Je pense que la raison essentielle pour ce genre de pratique, et ce n'est pas la première fois, ils changent de constitution parce que c'est un bout de torchon qui n'a aucune importance. Ils le changent à leur gré, à leur vœu, comme ils veulent, quand ils veulent. Mais je pense qu'ils continuent dans cette logique de prévenir une compétition politique réelle. C'est comme ça. Ils filtrent une opposition acceptable parce qu'ils veulent une opposition dans le cadre du cadre. Vous ne pouvez pas exercer vos droits politiques en tant que parti politique, en tant qu'homme politique, si vous n'obéissez pas aux règles qui sont déjà pré-imposées par ce régime. Vous ne pouvez pas. La norme, elle est différente. Ils font ça pour continuer à fragmenter l'opposition. Souvenez-vous, même le FFS, même de l'époque de Aïd Ahmed Allah yarhamou, ils ont réussi quand même à lui jouer quelques tours en dépit de son expérience et de son parcours politique nationaliste, où il a été mêlé, le parti du FFS a été mêlé dans les quotas. Ça, c'est une pratique non démocratique, pas du tout. Et ça continue. Et le RCD accepte ce jeu. D'ailleurs, le RCD a décidé d'aller vers les élections parce que, justement, c'est cette fragmentation en disant aux opposants ou ça ou rien. Et du coup, ils se retrouvent dans une situation où ils vont se satisfaire du peu qu'on leur offre. Et bien sûr, il y a le contrôle légal et de surveillance des activités, parce que même si vous êtes un parti reconnu, même ces charlatans dont je n'ai pas envie de citer leur nom parce que je n'ai pas envie de leur faire leur promotion, ils rendent compte de tout leur dire et de leurs faits, de gestes et de leurs déplacements. Ils ne peuvent pas faire une seule déclaration sans qu'elle soit soumise à cette bureaucratie de la police politique, comme les imams d'ailleurs. C'est la même chose. On donne à un imam un discours tous les vendredis, c'est écrit, c'est la même chose avec les partis politiques. Ils continuent aussi à faire une apparence démocratique. Et c'est pour ça que ces charlatans se font recevoir ils sont heureux et flattés d'être reçus par des ambassadeurs étrangers, surtout des pays dits démocratiques. Ils s'assoient autour d'une table avec l'ambassadeur ou chargé d'affaires et ils discutent et voilà, on est content. Et moi, je l'ai reproché même à une époque au FFS qui avait fait ce jeu et le RCD qui fait ce jeu, parce que quand vous parlez à des hommes politiques ou à des analystes, ils vous disent il y a le RCD par exemple qui est un parti d'opposition. Moi, j'ai envie de revoir cette définition de parti d'opposition. Et aussi, il y a le partage le partage ou le maintien des acquis. Regardez toutes ces lois liberticides sur le 87 bis, sur la déchéance de la nationalité. Elles viennent d'où? Elles viennent de qui? Est-ce que vous vous êtes posé la question, elles viennent de qui?
elles viennent d'une politique supposée d'opposition ridicule, minable, qui n'ont aucun poids. Mais ils font ce genre de propositions par excès de zèle, pour montrer leur importance, pour dire nous sommes là pour vous servir. Regardez toutes ces idées géniales qu'on propose et on est là pour les défendre. Au point où c'est le régime qui recule devant ces demandes ridicules. On a eu ce débat sur votre plateau, Monsieur Nasser, quand on a parlé de la criminalisation. Et on a dit, tous les analystes indépendants avaient dit, il va y avoir rétropédalage, il va y avoir reculade. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de ça. Ils n'ont pas les moyens de cette politique. Ils sont pro-français, donc ils ne peuvent pas aller vers une loi. Et d'ailleurs, ça va faire très très mal à l'Algérie future, l'Algérie libre et indépendante, parce qu'il faut revoir ce genre de loi. Et maintenant, eux, ils vendent l'Algérie, encore une autre manière de vendre l'Algérie. Donc, ceux qui sont dans cette supposée opposition, ils font cet excès de zèle pour maintenir leurs acquis, parce qu'ils ont des acquis, il y a des avantages sociaux, des voyages gratuits, des conférences dans des hôtels de luxe, des voitures de service, des salaires. Et tout ça parce qu'ils sont pseudo-opposants. Et là, ils font dans l'excès de zèle. Et surtout, vous limitez le champ à des défis idéologiques, à des défis politiques. Vous ne pouvez pas parler parce que le champ politique il est fermé, il est ouvert, sauf à ceux qui sont prêts à dire ce que ce régime de police politique veut entendre, sauf ceux qui sont là pour répéter, être un amplificateur de ce que ce régime fait ou dit. Voilà, c'est ça le sens de cette loi telle que je le vois. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Je pense qu'on a été rejoint par Azdine Toumi. Il y a eu des petits soucis de connexion. Azdine Toumi, analyste politique, est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher ami Nasser. Bonsoir à Maître Aïssa Rahmoun. Bonsoir à Si Hamid Lello. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Azdine, d'avoir accepté l'invitation et désolé pour ce petit souci de connexion. On est en train de parler, je ne sais pas si vous avez écouté donc l'analyse de Maître Aïssa Rahmoun, mais aussi de Hamid Lello concernant cette loi sur les partis politiques, mais au système aussi concernant aussi au système électoral en Algérie. Beaucoup ont critiqué cette loi, Azdine Toumi, et ils ont soulevé des interrogations, bien sûr, par rapport donc à cette loi relative aux partis politiques. Et on parle de la fermeture définitive du champ politique en Algérie. Quelle est votre analyse ou votre réaction par rapport à ce point? Moi, je ne suis pas juriste, d'autant plus que Maître Aïssa Rahmoun a bien traiter le côté juridique de la loi. Moi, je pense qu'au-delà du texte, il faut avoir un regard, pas uniquement sur cette loi, sur toutes les lois de notre pays, y compris la Constitution. Il faut regarder dans le cadre global dans lequel cette loi évolue. Donc, un cadre global qui englobe d'abord la nature du régime et puis la volonté politique du pouvoir en place d'aller ou non vers un processus électoral. Puis il faut prendre en considération aussi la situation des libertés individuelles et des libertés collectives dans notre pays. Donc quand on a un regard global, on verra que cette loi, au lieu qu'elle soit une loi pour la promotion du pluralisme, l'organisation de la vie politique, comme le prétend le pouvoir à travers ses organes de propagande, à travers tous ces charlatans qui sont ces partis politiques qui ne cessent de faire la promotion de cette propagande. Donc, contrairement à ça, ça devient une loi qui va être une suite logique du code pénal, de ce cadre juridique donc qui est le code pénal qui criminalise l'activité politique
des opposants et des militants. Donc, c'est une suite logique aussi qui englobe la loi sur la déchéance de nationalité. Donc, puis vient cette loi. Donc, tout ça, c'est fait dans une logique de restreindre, de contrôler le débat public. Parce qu'au final, le régime, il veut restreindre les espaces et puis contrôler le débat politique pour qu'il n'y ait pas de débat dans la société à travers les partis politiques, dans les médias, dans les associations, donc des débats de vraies questions qui concernent l'avenir de notre pays. Donc cette logique, elle s'inscrit dans cette politique, dans cette feuille de route qui a été mise en place depuis le Hirak, depuis 2019, qui avait comme objectif d'abord de casser le Hirak et puis de déconstruire tout ce que le Hirak avait réussi à construire en l'espace de quelques semaines, qui était le rassemblement de toute la société algérienne dans la rue, avec toutes ces différences, dans toute la diversité pour revendiquer de vrais changements. Donc toutes ces lois-là, donc elles viennent dans cette logique de créer, de contrôler le champ politique et la vie politique. Comment on peut expliquer que nous sommes dans un pays où les élections sont tout le temps soumises à de la triche et à l'opacité, où, comme l'a dit Hamid, il y a un système de quotas qui est toujours en vigueur dans notre pays. Les élections ne sont pas transparentes. Et puis les partis politiques, ils ont fini par comprendre, comme l'a dit aussi Maître Aïssa Rahmoun, ils ont fini par comprendre qu'en final, c'est le pouvoir qui distribue les sièges, c'est pas le peuple. Donc ces partis politiques, ils ont complètement tourné le dos à la population. Ils ne se soucient plus de convaincre la population, ni d'aller à l'encontre de la population pour essayer de la convaincre. Certains partis ne se donnent même pas la peine d'élaborer des programmes pour les élections du moment qu'il n'y aurait pas de vrais débats dans la campagne électorale. Donc tout est formel, tout est fait d'une manière pour renvoyer une image d'un pays où il y a des élections, où il y a un multipartisme, où il y a des campagnes électorales, etc. Mais à la fin, et le taux de participation et le nombre de sièges octroyés à chaque parti politique est décidé dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, d'autant plus que cette fois-ci, officiellement, c'est lui qui va organiser les élections. Donc, quand on a ce regard-là, on finit par comprendre que les lois ne sont là que pour remplir les livres dans les bibliothèques, et que ça reste des articles, mais quand on vient à l'application, donc c'est tout autre chose. Aujourd'hui, si le pouvoir il veille uniquement, ou si la justice elle veille uniquement à l'application déjà de la Constitution, on aurait un multipartisme, on aurait des libertés, on aurait un mouvement associatif épanoui, des syndicats épanouis, etc. Mais même la Constitution, déjà, il y a un problème en termes d'application. Et puis, il y a cet article 87 bis, comme l'a dit Hamid aussi, donc, qui constitue une restriction majeure des libertés dans notre pays. Et ça, vers cet article, le pouvoir, il impose d'abord la censure, donc ajoutée au verrouillage du champ médiatique. Donc, il impose la censure et puis il impose l'autocensure par l'instauration d'un climat de peur et de répression dans la société. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. On va prendre une petite pause. C'est la première partie de notre émission pour ce soir. Une petite pause et on va revenir sur d'autres questions. La guerre contre l'Iran et la position de l'Algérie, les relations algéro-françaises. Et on va revenir aussi sur la question sécuritaire, ce qui a été publié par la revue El Jaish
et 7 terroristes abattus à Tbessa. Restez avec nous, on reviendra juste après cette petite pause.